Bonjour et bienvenue au Coin du Feu, moi c'est Cook et je suis avec Ethno. Salut. Qui cette fois a eu la gentillesse de m'inviter au Coin du Feu pour pouvoir discuter. De temps en temps au moins quand même, hein. Mais fais gaffe, je pourrais prendre goût au format solo, hein. En plus t'es pas tout seul, il y a le chat. Oh, oui, il y a le chat, ouais, effectivement. Ce qui équivaut à peu près à 3 personnes en même temps, hein, parce que force de me tourner dans les pattes dans la même pièce, ouais, c'est l'enfer. Pour ceux qui auraient pas suivi, donc Ethno à faire d'épisodes seul pour chroniquer 2 ouvrages que t'as appelé les chronocritiques, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement, ouais, c'est un format beaucoup plus court qui condense en fait les publications qu'on fait sur la page Facebook notamment. Et voilà, c'est pour parler vite fait des bouquins parce qu'on va pas consacrer un épisode entier en fait à ces livres. Donc je me suis dit que ce serait sympa d'essayer de vous en parler plus que parce que c'est vrai que je me casse pas trop la tronche, hein, je fais un copier-coller du 4e de couverture, une photo avec une petite figurine pop à côté et puis c'est parti. Mais bon, c'est vrai qu'à la base c'est pour donner des idées et là je me suis dit qu'en parler un peu plus en détail ce serait pas mal. Ouais, oui, surtout si on le traite pas dans un gros épisode, c'est l'occasion de parler d'autres ouvrages. C'est ça. Qui méritent pas forcément qu'on s'y attarde pendant des heures. En parlant de s'attarder pendant des heures, allons-y. Donc on va commencer comme d'habitude avec les news. Donc je vais vous parler de la BlueCon. Qu'est-ce que la BlueCon ? C'est la 48e convention nationale de science-fiction. Alors est-ce que tu connaissais la BlueCon ? Non, vraiment pas. Bah moi non plus. Ah bah voilà. Alors que c'est la 48e. Ça c'est une bonne news ça. Les mecs ils sont bien au courant, voilà, tu sais. Ouais. On sait tout, c'est un podcast, c'est ça, spécialisé mais pas trop. Mais pas gratté, trop, quoi. voilà, ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que tout ce qui est convention, festival, etc., je suis pas spécialement client, donc c'est un univers que je connais assez mal. Mais là, du coup, à force d'en parler, il y a peut-être des endroits où tu deviens pro là, hein, fais gaffe, hein. Ouais. Alors surtout que là, c'est très sérieux, ça a l'air assez intéressant. Mm-hmm. Donc comme d'habitude, je vais vous parler un peu de la convention et puis après on ira un peu dans le détail de cette année, donc de l'année prochaine en fait, 2021, parce que la 48e édition sera en 2021. Donc si vous calculez très vite, ça veut dire que c'est une convention qui a été fondée en 1974. Oh mon Dieu, j'étais pas né. Ah. Pour une fois, voilà, ouais, exactement. Ça me fait bien plaisir, ça. Quoi, il y a eu de la science-fiction avant que tu naisses. Ouais, tu vois. Je pensais que avec ma naissance, c'était né la science-fiction, en fait, mais non, pas du tout. Donc la première convention a eu lieu à Clermont-Ferrand, donc en 1974. Voilà. Et cette année, ça se déroulera à l'espace Agora du campus international de Valbonne, donc c'est près de Nice, du 19 au 22 août 2021. Et en fait, c'est une association qui gère la mise en place et l'organisation de l'événement, et cette association, c'est Blue SF, avec E entre parenthèses. Et donc depuis un certain temps, son président c'est Hugo Balaganda. Ouais. Hugo Belagamba. Je lis trop vite. Je sais pas si tu connais. Si, j'avais à l'époque quand on avait notre site ensemble chroniqué l'origine des victoires, je crois. Un super truc, des nouvelles qui mettaient en scène que des femmes. Et j'en ai un très bon souvenir. Non, très bon auteur. Et moi j'ai lu un bouquin de lui qu'il a écrit avec Thomas Day. Donc un autre écrivain francophone assez connu dans nos sphères. Et c'était comment ça s'appelle ? Alors il y avait l'École des Assassins et il y en avait un autre, Le Double Corps du Roi. Et sans être transcendant, c'était pas mal, j'avais bien aimé. Ok. Voilà, donc je vous conseille d'aller jeter un œil à la fois à Monsieur Belagamba et à Monsieur Day, du coup, D-A-Y. Je pense que vous trouverez forcément un ou deux ouvrages qui va vous plaire. Alors la BlueCon, elle est organisée autour d'un thème. Alors il me semble que cette année c'est autour des revues de science-fiction. Donc celles qui ont existé, celles qui existent et celles qui vont renaître de leur cendre. Je vous rappelle que on a un certain Métal Hurlant qui traîne pas loin. Ouais, voilà, qui devra pas traîner. On en avait déjà parlé. Ouais, en 2021, normalement, si je me souviens bien.
Et donc pour parler de ces sujets-là, il y a 3 invités qui ont été annoncés, et non des moindres. On a Joël Winterbert. Donc elle a été récompensée de 3 prix Rosny aînés. Je sais pas si on dit Rony ou Rosny. Moi, je crois qu'on dit Rony. Rony, il me semble, hein. Ouais. Ouais, moi aussi. Et donc ce prix, c'est un prix littéraire de science-fiction francophone décerné depuis 1980. Parmi ceux qui l'ont obtenu, on a Roland C. Wagner, Laurent Genford et Hugo Bellagamba. Okay. Tiens donc. Elle a aussi reçu un prix Cyrano, qui est le prix de la convention justement de la BlueCon, un grand prix de l'imaginaire et un prix Bob Moran. Donc ça va. Elle a un peu de métier. Un peu. Je reparlerai un peu plus loin de ce pourquoi elle était invitée par rapport au sujet. Vous allez voir, c'est très logique. En second invité, on a Jean-Marc Lévy-Leblond, donc qui est professeur diplômé de l'École nationale supérieure. Il a cofondé la revue Impatience, donc jeu de mots entre science et impatience, qui a existé entre 1975 et 1977. Enfin, il y a travaillé pendant 2 ans. Il a aussi été le directeur de la collection Sciences ouvertes au Seuil, donc de 1972 à 2019, ainsi que il est aussi le fondateur et le directeur de la revue Alliage, Culture, Sciences, Techniques, depuis 1989, donc il est toujours en place par rapport à cette revue, et c'est un personnage qui est assez intéressant puisqu'il vient d'un milieu scientifique, et son travail c'est la transmission en fait, donc du savoir scientifique par la culture. Sur le site de la BlueCon, vous avez des petites biographies qui détaillent un peu plus le travail de chacun, mais je voulais quand même mettre en avant ces personnages-là, parce que c'est pas des personnes dont on entend souvent parler, mais ils ont une certaine importance vis-à-vis des univers qu'on traite. Et donc la 3e personne est également dans ce cas-là, donc Yves Frémion. Donc il est élu député européen Les Verts depuis 1989. Il est aussi auteur, donc il a reçu un prix Rony aîné en 90 pour les Terra d'Elfes de Gannes. Pas facile à dire, hein. Il est Ouais, ça j'ai pas mon souffle. Il est également rédacteur et fondateur de la revue Univers avec Jacques Safou en 1975, dont Joël Winterbert, donc la première personne dont j'ai parlé, a pris la suite entre 83 et 85. Donc voilà, c'est tous des personnages qui ont travaillé dans la revue de science-fiction à des postes différents et à dans des buts différents, et je pense que les conférences qui tourneront autour de ce sujet-là vont être assez intéressantes. Donc je ne sais pas si on s'y rendra. Je sais que les préinscriptions sont déjà en cours, mais j'ose espérer qu'il y aura un compte rendu soit sous forme de vidéo ou de texte de la convention, donc ce sera intéressant à suivre. Et ben, écoute, moi je vais enchaîner sur quelque chose que j'ai vu cette semaine là. C'est un live qui a été diffusé par l'Observatoire de l'Imaginaire. Et alors en fait, logiquement, cette structure là s'occupe de rendre compte de tous les chiffres en rapport avec l'imaginaire, notamment la science-fiction et la fantasy. Donc il y a un gros travail de recherche qui est fait tout au long de l'année pour pouvoir nous donner des chiffres en fait dans différents domaines, hein. Donc ça fait 4 ans en fait qu'ils existent, et normalement ils font ça aux Utopiales. Mais bon, vu que ça a été annulé cette année, ils ont décidé quand même de nous présenter ce rapport-là via Facebook. Donc le live est encore dispo. Ça dure pas très très longtemps, ça doit faire 1 heure et des brouettes, il me semble. Et concrètement, c'est super intéressant. Ça parle de la presse, ça parle de toutes les publications, par exemple, des prix qui sont décernés par rapport aux hommes, aux femmes et tout ça, machin. Il y a un vrai travail de recherche qui est fait derrière. Et j'ai pensé que ce serait intéressant d'en parler dans la mesure où on se dit souvent que la fantaisie est très productive, par exemple, et tout ça. Puis là, ça permet de pouvoir mettre un peu des chiffres sur tout ça. De voir aussi que ça peut peut-être un peu se casser la gueule à cause du Covid, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais je pense qu'il faut aussi saluer le travail de recherche derrière,
parce que c'est vraiment monstrueux. Et d'ailleurs, la structure recrute, cherche des bonnes âmes pour les aider à débiter des colonnes d'Excel et des chiffres. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il faut contacter l'Observatoire de l'Imaginaire. Voilà, et je le répète, le live est dispo sur Facebook. Après, concernant les publications, je vais surtout vous parler d'une maison d'édition, une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle, alors, je sais pas s'il faut le dire à la française ou à l'anglaise, donc ça serait Argyle Édition, ARGY2L, donc qui apparemment est un peu spécialisé dans les mondes de l'imaginaire. Ils viennent de sortir un premier bouquin à la couverture sublime et qui s'appelle Le Crépuscule de Briarus de Richard Cooper. Donc c'est de la SF qui raconte comment une étoile qui explose peut impacter notre monde. Donc c'est avec des thèmes qui sont quand même assez récurrents dans la SF, avec la reconstruction de la société par exemple et des machins comme ça. Et ça a l'air très intéressant. Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans cette maison d'édition, c'est que c'est une maison qui propose une nouvelle sorte de contrat en fait à ses auteurs. Des contrats plus éthiques avec vraiment, je pense, des choses qui vont dans le sens de l'auteur. Et ça, c'est une bonne chose. Et il n'y a pas de tabou parce qu'en fait, sur leur page, par exemple, on peut voir les différentes clauses qu'il y a par rapport à tout ça. Et on a vraiment l'impression qu'ils vont vraiment dans le sens de l'auteur. Et ça, c'est une bonne chose. Donc ça, pareil, ça se voit sur la page Facebook des éditions Argyle ou Argy, je sais pas. Et voilà. Et pour finir un petit peu avec Richard Cooper, donc l'auteur du Crépuscule de Briarus, c'est quand même un auteur qui a une dizaine de romans à son actif, donc souvent du post-apo visiblement, et il y a des rééditions qui sont prévues toujours sur la même maison d'édition. Voilà. Bah c'est une maison qu'on va suivre de près, parce que finalement on n'est pas beaucoup plus vieux qu'eux dans le paysage. Non, exactement, ouais. Non, puis la démarche est vraiment cool, j'ai trouvé ça sympa, donc et puis le fait que ce soit exposé comme ça au grand public, non, cool. Il y a une bonne démarche derrière. Bah, disons que si t'as rien à te reprocher, t'as aucune raison de garder des contrats cachés, enfin des contrats types. Je pense que évidemment, auteur par auteur, peut y avoir des contrats différents, mais que l'architecture générale du contrat soit identique, ça, c'est pas choquant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça évite les avenants, les machins comme ça, visiblement. Et non, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ok. On va continuer avec nos chroniques habituelles, mais aujourd'hui, un peu particulier. On avait teasé le truc. C'est notre chronique à 4 mains, ou plutôt à 2 voix. Exactement. Ouais, c'est bien dit. J'aime beaucoup. Bah ouais. Remarque, on a tous les deux tapé ou écrit nos idées sur du papier, qu'il soit physique ou numérique. Donc on y a mis autant les doigts que la voix, mais je crois que ça allait dire, on y a mis autant la voix que les pieds, je sais pas pourquoi, mais rien à voir. Ouais, on a mis les pieds dans le plat. Exactement, c'est ça. À pieds joints même. Bah en plus ça tombe bien parce que là on peut vraiment dire qu'on rentre les deux pieds dans quelque chose, puisque on va vous parler d'un ouvrage qui nous a tous les deux beaucoup plu. On n'a pas du tout la même histoire avec, parce qu'on l'a pas lu et relu au même moment, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Et l'idée, voilà, c'est qu'on va faire une chronique, mais sous forme de discussion, un peu comme ce qu'on avait fait sur le hors-série quand on parlait des littératures de l'imaginaire. Donc c'est possible que ce soit moins structuré que d'habitude, que on se coupe peut-être un peu la parole. Après, avec la magie du montage, ça devrait pas trop s'entendre. C'est ça. Mais voilà, l'idée c'est qu'on a tous les deux pris des notes, il y a des choses qui risquent de se recouper et des choses qui vont diverger. Et voilà, l'idée c'est qu'on parle du roman et on s'éloigne vraiment de la vie figée qui est forcément que le nôtre quand on parle d'un livre qu'on a lu et dont on rend compte, tout simplement. Là, ce sera peut-être un peu plus vivant. Est-ce que tu veux présenter l'ouvrage ou je m'en occupe ? Écoute, vu que c'est toi qui me l'as fait découvrir, je t'en prie. Ok. Donc on va vous parler du Sorcier de Terre-Mer, qui est le premier tome du cycle de Terre-Mer d'Ursula K. Le Guin, ou Le Guin, je ne sais pas comment on dit, j'ai beaucoup entendu Le Guin dernièrement, donc... allez, on parle là-dessus. J'ai connu Le Guin, enfin moi je l'appelle Le Guin parce que j'ai commencé à lire ce livre-là, je devais avoir... J'étais au collège, donc j'avais entre 11 et 15 ans, on va dire. Oh punaise.
Ouais, je devais avoir 11 ou 12 ans, un truc comme ça. J'ai lu assez tôt. Et donc j'ai toujours dit le gain. Moi, je t'avoue que c'est ce que j'ai entendu aussi, mais bon, après, on va partir sur ce qu'on préfère. Voilà, un Le Guin, un Le Guin, comme ça au moins, c'est 50-50. C'est ça. De toute façon, on va dire l'auteur. Comme ça. Le mec qui va se passer que c'est le cul. Ok. Alors, comment résumer Le Sorcier de Terre-Mer? Donc là, je m'occupe vraiment que du premier tome. On fait comme si la suite n'existait pas pour le moment. Ce sera plus simple. Donc on suit la vie, le début de la vie d'un jeune garçon qui se nomme Dan à la base, mais qui va très vite recevoir son vrai nom, qui sera Ged, et qu'on va souvent appeler par son surnom l'épervier. Voilà, le mec a déjà trois noms déjà. C'est ça. Donc nous on va l'appeler Ged ou l'épervier puisque ce sont ses noms usuels, et moi personnellement je l'appelle Ged puisqu'on nous donne son vrai nom, autant l'utiliser. Exactement. Ouais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, en plus ça a un petit côté, je sais pas, on se sent puissant, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, c'est une certaine emprise. Ouais, on en parlera aussi. Donc ce personnage-là, on va suivre son évolution sur. On nous donne pas exactement le nombre d'années, mais je dirais qu'il arrive vers la fin de sa vingtaine, par là. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, ouais, 19-20 ans, j'aurais dit aussi, ouais, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je le mettrais un peu plus vieux, mais c'est vrai que finalement, c'est pas si long. Voilà, on va dire entre 20 et 30 ans, mais plus proche de 25. T'as le don de bien couper les trucs, toi. Ça, c'est... Ouais. C'est moi qui fais le montage. Ouais, c'est vrai. Donc on va suivre ce personnage qui a une destinée assez exceptionnelle et qui pourtant va vivre des choses très difficiles à vivre justement. Il va lui arriver des mésaventures, mais qui sont de son fait et qui vont parler. Je pense qu'ils peuvent parler à n'importe qui, quel que soit son âge au moment où il va lire le livre. Exactement, ouais. D'ailleurs, premier constat, c'est que moi je l'ai lu à 37 ans et que concrètement ça m'a ébranlé, hein. Et toi tu l'avais lu déjà tout petit et je pense que, alors je sais pas comment tu l'as vécu toi, mais en fait je l'ai lu au moins 4 fois ce livre. Ouais, à différentes périodes, différents moments. Ouais. Sachant que la dernière fois c'était il y a quelques semaines. Et du coup je l'ai pas du tout ressenti de la même manière. Là, la dernière fois que je l'avais lu avant de le reprendre pour l'émission, c'était il y a assez longtemps et j'avais oublié certains passages. Ouais. Bizarrement, certains de ces passages me sont plus restés que d'autres moments qui m'avaient marqué dans mes autres lectures. Mais parce que justement, comme nous on évolue, on voit des choses différentes dans ce roman. Et je pense que c'est une des richesses du livre et peut-être même de l'écriture de l'auteur, qui fait que on y trouve toujours beaucoup de choses. Alors, il y a quand même certains éléments qui sont assez récurrents chez Ursula Le Guin. Donc là, je vais en citer quelques-uns que je vais mettre en rapport avec ma chronique sur les tombeaux d'Atuan, principalement. Parce que ce sont les deux romans que j'ai le plus lus de l'auteur, hein, tout simplement. Donc c'est des liens qui me paraissent évidents, et en plus ils ont été écrits plus ou moins à la suite, donc peut-être que c'était une période particulière pour le Guin. Alors premièrement, on a un personnage qui est élevé par son père dans un petit village gontois nommé d'Isolne. Donc qu'est-ce que ça révèle en fait? C'est l'absence d'un tissu familial. Donc Thénard dans les tombeaux d'Atuan est arraché à sa famille très jeune. Donc ces deux personnages qui vont se passer de figures paternelles et maternelles, ou du moins ils auront peu d'impact sur leur vie puisque ils vont pas vivre très longtemps avec leur famille. Je peux me permettre aussi, ce qu'il y a avec Ged justement, c'est que son père, tu dis qu'il y a peut-être pas forcément d'influence du tissu familial, mais justement, je pense que ils nous disent que son père, qui est fondeur de bronze, est quand même assez rude avec lui. Et pour citer, à un moment, il lui dit: tais-toi, idiot, ferme donc ta bouche de bon à rien et cache-toi si tu n'es pas capable de te battre.
Et je pense que tout ce qui découle du caractère de Ged, du moins tout ce côté vraiment nerveux et tout ça négatif, je pense justement c'est que c'est peut-être le manque d'amour qu'il a pas eu de sa mère, justement parce qu'elle est morte très tôt et elle n'a pu lui donner finalement que son nom, c'est ce qu'elle nous dit au départ, avec un père assez brut et assez rude en fait. Oui, complètement. Mais en fait, c'est effectivement c'est ce que je voulais un peu mettre en avant, c'est que ces deux personnages qui n'ont pas finalement qui ont eu une enfance coupée d'affection. Voilà, c'est ça, ouais, sans amour, sans affection. Mais oui, dans le cas de Ged, il est clair que son père a une influence sur lui, tout comme l'absence des parents de Thénard. D'ailleurs, son père, le père de Thénard, est aussi un homme assez dur qui s'attache pas. Ayant trop de bouche à nourrir, il dit à sa femme, t'occupe pas de la dernière, puisque de toute façon, on va la donner aux prêtresses. C'est ça. Donc ouais, il y a cette similitude. Donc il y a une influence, effectivement. C'est vrai que ce que j'ai dit est un peu faux. C'est pas tellement qu'ils ont pas d'influence, c'est qu'ils ont l'absence d'affection a forcément une influence sur le personnage et qui les rend pas forcément mauvais. Là, on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient du coup plus durs avec les autres. Au contraire, c'est des personnages qui sont souvent assez empathiques. Donc dans le réseau familial de Ged, on a quand même un autre personnage qui est sa tante, qui là aussi va avoir une influence sur lui, puisque c'est une sorcière qui vit dans une maison sans fenêtre. Donc là encore, la maison de Thénard dans les tombeaux des tuants est sans fenêtre. Et on a aussi un personnage qui a un côté mystique, puisqu'elle est prêtresse des dieux souterrains. Mais ça, je crois que c'est... Alors, je suis pas allé vérifier, mais il me semble déjà avoir vu passer des choses à propos de maisons sans fenêtre et de magie et de spiritualité. Ouais. Et connaissant les compétences d'Ursula Le Guin vis-à-vis de cultures, notamment dans lesquelles on peut avoir ce type d'activité, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un lien à faire avec le monde réel. Ouais, je pense aussi. Ouais. Pour la description en tout cas, enfin que ça renvoie à quelque chose de réel. Et dernier point que j'ai trouvé assez intéressant, l'école de rock où va se retrouver Ged, puisque ayant été initié à la magie en fait par sa tante quand le village a vu qu'il avait une certaine compétence magique, il est ensuite envoyé à l'école de rock qui est uniquement composée de garçons, là où Thénard évolue dans un monde uniquement féminin puisque les prêtresses sont toutes des femmes dans l'endroit où se déroule l'action des tombeaux des tueurs en fait. Donc ouais, c'est des éléments en fait qui m'ont marqué. Enfin, ça m'a tout de suite renvoyé à une espèce d'intertextualité avec des éléments qui ont l'air d'être récurrents. Alors après, est-ce que j'ai pas suranalysé non plus, donc je sais pas si ça a vraiment un sens caché ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que c'est dur justement de pas suranalyser le game parce qu'il y a tellement d'influence dans son texte concrètement. Et je pense que les images, après, elles sont là parce que, j'en parlerai après, mais c'est beaucoup inspiré du taoïsme, justement, et que c'est quelque chose d'extrêmement spirituel et qui renvoie à beaucoup d'images, justement, et notamment le chemin initiatique de Ged, en fait. Hein. Parce que on l'a pas précisé, mais ce texte, c'est carrément un texte initiatique, hein. On est d'accord ? Complètement. Ah oui, c'est très clairement... c'est presque archétypal par certains côtés, mais elle réussit par l'originalité de son univers à détourner ton attention du fait que tu suis uniquement un jeune garçon puis un jeune adulte dans le début de sa vie qui est vraiment pas simple, parce qu'elle a un univers qui est très très riche. Donc moi j'avais mis en avant des descriptions tolkienesques. Ah, dis donc. lors du voyage de Ged pour aller à Rock. Ouais. Alors qu'est-ce que j'entends par une description tolkienesque ? On n'est pas au même niveau de détail et de je dirais pas de richesse parce que le monde est assez riche, mais on a quelque chose peut-être de plus simple et de plus facile à ingurgiter au premier abord. Mais ce que j'appelle vraiment de la description à la Tolkien, c'est le fait que l'histoire avec un grand H fait vivre la géographie qu'on traverse. C'est-à-dire que Ged, quand il va au cours de ses différents voyages, il va découvrir des endroits, des personnes,
des lieux qui ont une certaine importance dans l'histoire de ce monde-là, ou dans les cultures qu'on va rencontrer, et on va avoir des fois quelques phrases, un paragraphe, quelques mots qui vont donner vie en fait à cette géographie. C'est-à-dire que si tu prends un bateau et que tu traverses un archipel, si on te décrit pas ce qui s'est passé sur telle île ou pourquoi est-ce que cette île on l'appelle comme ça, probablement que tu vas les oublier et qu'elles vont pas revêtir la même importance que si tu vas y attacher des images, tout simplement, même si tu les as pas vécues toi-même. Et ça, je trouve que chez Tolkien, ça se voit, son univers est basé justement sur le fait que le monde est habité, puisque ce sont les dieux qui l'ont créé, etc. Je reviendrai certainement dessus dans une chronique future. Et on a un peu cette impression-là aussi chez Ursula Le Guin. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oui, alors... pour être tout à fait franc, c'est pas ce qui m'a... Enfin, c'est pas la chose sur laquelle je me suis le plus concentré quand j'avais vraiment une idée en tête. Donc ouais, comme tu dis, c'est vrai que tous les lieux, finalement, même si certains trucs, il fait que passer, on arrive vraiment à s'imprégner de tout ça, parce qu'elle arrive vraiment à faire vivre ces lieux, et que limite, on les oublie pas. En fait, moi c'est vrai que j'ai une mémoire de poisson rouge, et j'ai lu le bouquin à peut-être 2 mois d'intervalle. Et il y a certains lieux, je me dis comme si je retrouvais quelque chose que j'avais quitté il y a un petit moment pour y revenir après. Donc c'est vrai que les lieux sont très marquants. Mais par contre, pour ma part, c'est pas ce qui m'a le plus ébranlé, on va dire, ou alors qui a le plus attiré mon attention dans le récit, en vérité. Oui, effectivement, c'est plus un socle qui fait que l'histoire paraît est crédible. Enfin, tu vois, c'est un peu le ciment indispensable, mais pas forcément visible à une bonne histoire, j'ai l'impression. Ben oui, parce que la géographie, finalement, rien que au début du bouquin, on a une carte. Enfin, je veux dire ça veut dire ce que ça veut dire. Et Ged, il traverse quand même limite le monde de Terre-Mer, de l'est à l'ouest, quoi. Et donc c'est vrai que c'est super important, parce que au final on voyage avec lui, on traverse des forêts, on traverse la mer, on traverse des montagnes, on traverse plein de paysages différents en fait au final. Donc c'est vraiment très très important, c'est ça, c'est vrai, c'est sûr. Ouais, moi ce que j'avais noté dans cette idée-là, c'est que le monde est plus grand que le récit lui-même. C'est-à-dire qu'on a un monde qui est divisé en plusieurs îles, cultures, avec qui restent cohérentes entre elles, on va dire. Et ça fonde l'univers en soi. Et en fait, le monde, on le découvre à travers les histoires qu'on nous raconte, des choses qui sont plus ou moins des histoires plus ou moins anciennes. Et du coup, avec ça, on va se construire mentalement une image du monde, sans pour autant que ce soit hyper décrit. On n'est pas dans des descriptions poussées à la Tolkien ou à la on n'est pas noyé sous des noms, sous des explications sans fin. Non. Ça passe beaucoup plus par l'énonciation d'événements, d'un élément par exemple qui va ressortir parmi d'autres. Mais c'est peut-être justement parce qu'on n'est pas noyé sous cette masse d'informations qu'on les retient aussi. Certainement, oui. Parce que là, tu me demandes de te parler des lieux du Seigneur des Anneaux, par exemple. Il y a tellement de trucs que j'en oublierais certainement plus des 3/4, en fait. Oui, puis alors pour retenir certains noms... Ouais, voilà, ouais. Déjà, ouais. C'est clair. Donc, non, puis le roman est très court aussi, il faut le dire, c'est 200 pages. Hein. Donc, fatalement, t'es obligé de pas trop t'attarder non plus sur les descriptions. Après, il y a un truc, moi, j'aimerais revenir, et c'est pour moi le point central du roman, c'est vraiment tout ce qui concerne Ged, en fait. Et je veux dire de son tout début, quand il apprend son nom et qu'il part avec Ogion de son village, jusqu'à la fin où il part en bataille contre son ombre, hein, on va l'appeler comme ça, parce que de toute façon, il s'appelle comme ça dans le bouquin. Et il y a vraiment moi, ce qui m'a touché le plus, c'est cette évolution, parce qu'il y a un contraste qui est vraiment, pour moi, super important, c'est le contraste entre l'enfant et l'adulte. Et je pense que c'est là où ça parle à beaucoup de monde, c'est que on a tous été enfants, hein, et on a tous fait le cheminement vers ce qu'on est maintenant. Et au début du Société Terre-Mer, donc on a un enfant qui est quand même vachement impétueux, jaloux, impulsif et orgueilleux surtout.
Et d'ailleurs, c'est cet orgueil qui va le pousser à commettre sa première, j'appelle ça une faute, non, sa première connerie, quand il est chez Ogion et qu'il y a la petite fille qui lui dit est-ce que tu pourrais invoquer un mort, et que lui, piqué au vif, qu'est-ce qu'il fait? Il va choper le grimoire et il va réciter des formules qui vont invoquer cette ombre-là, sans pour autant lui faire du mal, hein, mais il va entreapercevoir, à mon avis, ce que les sentiments négatifs peuvent faire sur la vie d'un homme. Il y a ça, en fait. Et le fait de braver l'interdit, qui au début, quand on est enfant, on va essayer sur quelque chose de pas d'inoffensif, mais disons sans se mettre complètement en danger, ou du moins quelqu'un va nous rappeler à l'ordre ou nous empêcher de faire la bêtise jusqu'au bout. Et je pense que si tu continues ton explication, vous allez vite comprendre qu'à l'adolescence, ça peut mal tourner. Et ben voilà. Voilà, bien que Ogion l'ait prévenu, hein, parce qu'il arrive quand même, il arrive quand même à temps en lui disant bon voilà, hein, maintenant t'as le choix, c'est soit tu restes avec moi, soit tu pars. Et donc Ged décide de partir. Et moi j'ai trouvé qu'en fait cette éducation de Ogion contrastait vraiment avec le caractère sur le moment de Ged, en fait, qui était très impulsif. Et le truc, c'est que Ogion lui proposait quelque chose de très posé, en fait, c'est-à-dire qu'il l'envoyait chercher des cueillir des herbes. C'était quelque chose de très proche de la nature, tout ça. Et je pense que ça lui convenait pas à ce moment-là à Ged, mais que justement on y reviendra après, mais il va repasser par ici à un autre stade de sa vie où il sera adulte et qui lui dira que concrètement il le considère vraiment comme son premier professeur et que concrètement il aurait dû écouter ce qu'il lui avait dit. Pour continuer un peu sur l'interprétation du langage, je trouve qu'il y a une vraie barrière, en fait, qu'elle met l'accent sur une vraie barrière entre entre les adultes et les enfants. C'est-à-dire que Ged, au départ, quand il parle avec les magiciens, par exemple, eux ils s'expriment en énigmes. Et lui, ça l'énerve. En fait, je sais pas si tu te souviens, mais quand il arrive à l'Académie des Sorciers, le portier lui pose une énigme, en fait, pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur de l'Académie. Le truc, c'est que Ged y arrive pas. Il fonce bille en tête et concrètement, il se rétame totalement. Et parce que justement, même avant de trouver l'Académie, il est au milieu d'un village où quand il parle aux adultes, les adultes lui répondent par limite d'autres questions, en fait. Et je pense que l'autrice a voulu mettre l'accent sur le langage des enfants et sur le langage des adultes, puisqu'après, une fois que Ged ressort de l'Académie en étant mage, après moi j'interprète le fait d'être mage dans le roman comme étant être un adulte. Oui, puis enfin, si on continue ta logique, à ce moment-là, quand le portier lui pose des questions, il va patienter, en fait, et il va trouver la solution à l'énigme de manière assez simple. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, qu'au début du roman, on a vraiment cette vision de l'enfant impulsif, qui veut... lui, ce qu'il veut quand il apprend la magie, c'est faire des choses incroyables, et il veut pas apprendre le nom des plantes, etc. Mais on y reviendra plus tard. La magie, c'est peut-être une métaphore de la responsabilité, le fait de pouvoir assumer ses actes. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, à un moment, parce que Jasp, c'est son pire ennemi, en fait, hein, concrètement. Oui, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais l'antagoniste, du roman est assez impalpable. Enfin, il est pas très charismatique. Je sais pas comment dire. Concrètement, s'il s'appelle l'ombre, je pense que c'est pas très difficile de comprendre où veut nous mener l'auteur. On le comprend assez vite. Je me souviens, ma première lecture, j'avais plus ou moins inventé la chute vis-à-vis de l'antagoniste de Ged, mais on est dans un récit de voyage et initiatique, et finalement, comme la plupart de ces romans-là, c'est le voyage qui compte. Et finalement, la fin et le fait d'en finir en fait avec l'obstacle, peut-être devenir adulte à ce moment-là, et pas focalisé sur le fait de vaincre ou non l'ombre. Non, c'est de l'affronter. Et donc même Jasp, que comme tu dis, qui à un moment du récit est son pire ennemi, je sais pas si tu te souviens comment il finit, Jasp.
Il termine pas chez la... Comment elle s'appelle? J'ai pas noté. Chez la dame. Oui, c'est ça, la dame d'eau, ouais, c'est ça. Mais il a jamais réussi à devenir mage, lui. Ouais. C'est dit clairement qu'il a engagé donc chez des seigneurs, comme ça arrive pour d'autres magiciens, mais lui n'a pas obtenu son bâton de mage. Ouais, bien fait. Ouais, mais là aussi il y a quelque chose d'intéressant, c'est que comme tu dis, oui, c'est son pire ennemi à un moment de sa vie. C'est plus ou moins à cause de lui qu'il va commettre l'irréparable, mais pas que, hein, il peut s'en prendre aussi surtout à lui-même, ouais, c'est sûr. Mais il n'était pas adulte à ce moment-là, et je pense que c'est toute c'est là toute la sentence, en fait. Et tout l'apprentissage, c'est que lui, il est poussé par Jaspe, justement, dans ses derniers retranchements, et c'est d'ailleurs, je pense, une dernière fois où Ged fait l'orgueilleux, parce qu'en fait, suite à cet accident-là, il va morfler, parce qu'il va devoir rattraper tout le retard qu'il avait sur les autres, bûcher 2 fois plus, retourner à la tour où il apprend tous les noms, et bûcher 15 fois plus, pour avoir son bâton à la fin, en fait. Et il y a un truc aussi, excuse-moi, je continue sur ma logique avant d'oublier, mais justement lors de ce combat en fait où Jaspe lui est devenu adulte parce qu'il avec Veske, je crois qu'il s'appelle son meilleur pote, sont devenus magiciens. Ouais, moi je l'appelle Veske. Et il y a un dialogue à un moment où c'est dit que Ged fit alors face à Jaspe et il lui demande en gros que possèdent les sorciers que n'est pas les apprentis. Donc moi j'interprète ça comme qu'ont les adultes qu'ont pas les enfants en fait. Et donc après tac ça continue et il lui répond le pouvoir. Et après est-ce que le pouvoir ce serait pas justement comme tu dis la responsabilité, la sagesse, le machin, enfin tout ce que ça implique d'être adulte en fait. C'est bien ce que ma 3e partie j'ai intitulé le pouvoir des mages, la vérité, qu'on pourrait remplacer par la responsabilité. Ouais. Donc dans la logique en fait dans l'univers d'Ursula Le Guin, les mages respectent 2 règles principales qui sont l'équilibre et la méthode. C'est-à-dire recourir à la magie uniquement quand cela est nécessaire. Donc, ne pas rompre l'équilibre pour éviter de créer des problèmes dans le monde entier. Alors, je vais essayer d'expliquer ça un peu plus. Donc la magie dans ce monde-là, elle est basée sur les mots, le chant. Donc elle peut être très bien utilisée par des paysans, par exemple, sans qu'ils connaissent le sens. Donc j'ai mis la science opposée, enfin science va avec mots, l'art avec le chant et la croyance avec la magie. D'accord, qui sont 3 éléments constitutifs de toute société humaine normalement. Bon, il y a pas que ça, mais c'est quand même des éléments importants. Donc c'est pour ça que je fais un lien, c'est que du coup tout le monde est capable de ces choses-là, d'user de science, d'art et de croyance. Mais suivant comment vous allez vous en servir et qui va vous s'en servir, ça n'aura pas le même impact sur le monde. La magie des paysans va par exemple être uniquement sur des choses très simples comme attirer les chèvres, faire sortir les escargots de leurs coquilles. Ouais, c'est vrai, il attire les chèvres des grands changements dans le monde. C'est ça. D'ailleurs, une des premières mésaventures de Ged, c'est quand il appelle les chèvres, et c'est à ce moment-là que le village s'aperçoit que c'est un puissant sorcier en devenir, et que en fait toutes les chèvres ne le lâchent pas de jour comme de nuit. C'est ça le pot. Et sa tante est obligée de venir le sauver. Donc là, il use du pouvoir sans pouvoir en assumer les conséquences déjà là. C'est-à-dire, il l'utilise comme un enfant qui veut s'amuser avec le pouvoir, le fait de pouvoir contrôler les animaux. Mais ça lui joue des tours puisqu'il est pas en âge d'assumer les conséquences. Et en fait, pour avoir un impact sur le monde, il faut en connaître le vrai nom. Donc le vrai nom, c'est dans la langue des dragons, en fait, le vrai nom des choses. C'est assez complexe parce que, par exemple, on prend la Terre, il y a un nom général pour nommer la Terre en tant que minéral. Mais nommer la terre de Dizoln, par exemple, le village de Ged, son village la natal. terre constitue Dizoln, elle a un nom à part entière aussi. Donc si je veux faire un tremblement de terre, si je donne le nom de la terre, le tremblement de terre aura lieu partout. Donc il faut que je connaisse chaque chose par son vrai nom, par son nom véritable, pour pouvoir utiliser mon pouvoir à bon escient. Comme c'est dit à un moment dans le roman, allumer une étincelle, c'est projeter une ombre. Ouais, c'est très beau en plus.
Et ça nous amène donc à ce que tu disais effectivement, le fait d'apprendre donc au moment de son apprentissage, Ged va dans une tour avec un vieux sage et ils doivent apprendre des listes de noms. Et ça a l'air très rébarbatif et comment dire et fastidieux. Et c'est se dire c'est pas ce qui a l'air de plus intéressant quand on va apprendre la magie, mais finalement c'est acquérir le savoir avant d'user de son pouvoir, ce qui paraît à peu près logique pour n'importe qui, mais est-ce que dans notre monde tout le monde est vraiment capable de comment dire d'apprendre d'abord et de faire ensuite? C'est pas tout le temps le cas. Non, c'est même compliqué, surtout quand t'es gamin. Moi j'ai commencé la guitare, je voulais tout de suite savoir jouer des gros morceaux bien gras, alors qu'en fait on m'a toujours dit non, faut que t'apprennes le solfège avant toute chose, quoi, en fait. Alors après, il y a différentes manières d'apprendre. Le solfège n'est pas obligatoire, mais ça. Ouais, ça aide bien, ouais, c'est sûr. Mais quand tu passes par un truc très académique, normalement, c'est comme ça que ça fonctionne, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, le gain, il est pas complètement fermé à un apprentissage non académique. C'est, par exemple, Ged a le choix d'aller à Rock ou bien de rester avec Ogion. Ouais. Ogion lui propose de rester avec lui et de faire son apprentissage uniquement avec lui. Et je pense que il aurait très bien pu devenir un grand magicien en restant avec Ogion, mais son chemin aurait été très différent. Ouais, c'est vrai. Et peut-être moins intéressant à raconter. Aussi, oui. Parce que quelque part, est-ce que c'est pas le fait d'aller à Rock qui va amplifier son envie de faire ses preuves à Ged? Ouais, c'est possible aussi, ouais. Et qui va le pousser à commettre pour le coup une erreur qui va lui coûter très cher. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais, c'est possible aussi, ouais. En effet. Parce que de toute façon, il était parti pour faire son initiation avec Ogion, donc quoi qu'il en soit, je pense que le résultat ça aurait été le même. Au final, il aurait fini mage le plus puissant de toute Terre-Mère, ça c'est sûr, mais c'est vrai que dans l'apprentissage, ça aurait été totalement différent. Par rapport à son évolution, parce que c'est vrai qu'on parle de Ged depuis tout à l'heure, on sait qu'il commence le récit enfant et qu'il le termine adulte en fait. Mais c'est vrai que moi j'ai noté un cheminement quand même assez intéressant. Donc j'ai pris ça en note, j'ai essayé de faire ça comme il faut. Mais donc j'ai commencé en gros, donc on a affaire à un enfant agité jusqu'à l'accident en fait, notamment, toute son adolescence, la fin de son enfance et de son adolescence. Donc il lui arrive ce qui lui arrive, donc il comprend les conséquences, je pense, de ses actes et tout ça. Et une fois qu'il est devenu mage, qu'il est devenu adulte, il part. Donc, je sais pas si tu te souviens le passage où il se sacrifie. Ouais, si. Ouais. Pour l'enfant. Tu sais, il y a l'enfant d'un de ses amis qui est mourant en fait. Donc du coup, pour moi, il va apprendre une notion très importante. C'est le sacrifice. Ensuite, la réflexion, c'est même quelque chose qui vient avant. Pour moi, il a appris la réflexion au départ de l'académie quand le portier lui a posé l'énigme pour qu'il puisse sortir. Et que là, il s'est posé, il a pris du temps pour donner la réponse, et là, il est sorti sans énervement, sans rien du tout. Donc ensuite, il y a le fameux combat avec le dragon. Et pour moi, c'est un passage très important parce qu'il part pas à la frite comme ça, voilà. Il décide de rester sur sa barque, de discuter avec le dragon et de le piéger un tout petit peu, mais de toute façon, un combat contre un dragon, à mon avis, ça se gagne pas que comme ça, tu vois, ça se gagne pas par la force. Ce qui est intéressant, c'est qu'il le gagne grâce au savoir et un coup de chance quand même un petit peu. Enfin, c'était qui tout double, disons, mais c'est par le savoir qu'il piège le dragon. Et le dragon essaye lui-même de le piéger par le savoir une fois que il a envoyé ses rejetons combattre le magicien et qu'il voit que la force ça sert à rien. Inutile. Ouais, exactement, ouais. Voilà. Donc on a affaire à de la sagesse, on est d'accord, et que je pense que c'est l'un des points cruciaux. La sagesse, c'est être adulte aussi quelque part. Donc il se bat contre le dragon comme ça. Pour moi, il acquiert de la sagesse. Et il y a surtout le refus du pouvoir. Donc je sais pas comment on pourrait appeler ça, si c'est de l'humilité, si c'est je sais pas exactement, mais il y a le refus du pouvoir de la pierre.
Et suite à ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant qu'une fois qu'il est terminé avec ce refus, donc il s'envole parce qu'il se transforme en oiseau, je me souviens plus quel oiseau, mais quoi qu'il en soit, il prend son envol, comme je le vois en tant qu'adulte, pour retourner donc à son point de départ, qui est chez Ogion, où il apprend là la dernière vertu, c'est-à-dire le courage en partant chasser son ombre. Si tu veux, j'ai même ce que lui dit Ogion au moment où il revient chez lui et que il se demande ce qu'il doit faire. Donc Ogion parle à Ged. Si tu continues, si tu ne cesses de fuir, où que tu ailles, tu rencontreras danger et malédiction, car c'est elle qui te mène, donc son ombre, qui choisit ton chemin. Or c'est à toi de choisir. Tu dois traquer ce qui te traque. Tu dois chasser le chasseur. Ah, mais ça m'avait foutu une claque la première fois que j'avais lu ça concrètement. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, moi, toute cette partie-là, la première fois que je l'ai lu, je comprenais un peu ce qu'on essayait de me dire, mais pas aussi clairement que les fois suivantes. Moi, la scène du dragon m'avait plus marqué. Je pense que c'était la scène qui m'avait le plus marqué de toute façon. Et ouais, puis il y a un peu ce côté jeu d'énigmes comme Bilbo et Gollum par exemple, face à un danger qui est quand même qui a l'air assez qui est complètement mortel en fait, hein, c'est un gros dragon. Ah bah oui, ouais, un coup de dent et le pauvre. Le personnage s'en sort par malice entre guillemets, là c'est plus par sagesse que malice, mais par l'esprit en fait. Et je pense que quand t'es petit, ça marque pas mal. Et c'est vrai que le passage dont tu parlais juste avant au château de Terranon, c'est que moi j'ai noté tentation du pouvoir, et effectivement c'était retrouvé là-dessus. Et ouais, tu vois, c'est ce que je te disais hier. Ouais, moi, tu vois, j'ai mis refus du pouvoir. Mais bon, grosso merdo. Ouais. C'est vrai que ça fait partie des passages qui m'ont ensuite là plus marqué sur mes dernières lectures, que j'avais complètement zappé une fois que je l'ai lu il y a plusieurs années. Et je me suis dit bah ouais, en fait c'est hyper important comme moment. Sachant qu'en plus il me semble que le personnage qui retrouve à ce moment-là, c'est la petite fille du début, si je dis pas de bêtises. Je crois bien aussi, ouais. Il me semble. Donc t'as aussi ce truc de est-ce que t'es cap 2? Au début il veut montrer qu'il est capable, et là il a plus rien à prouver. Ouais. Là voilà, il sait que en fait il sait il sait pas forcément qui il est, parce que c'est plus à la fin qu'il en finit avec cette question-là, mais il commence à entrevoir que il a pas besoin de prouver aux autres ce qu'il est en tout cas, et qu'il faut qu'il se le prouve à lui-même, et ça c'est ce qu'il comprend quand Ogion lui dit de chasser le chasseur. Ouais, c'est ça. Scène très importante en tout cas, c'est vraiment moi ce qui m'avait retourné les tripes à ma première lecture, ouais. Moi il y a un dernier point que j'aimerais soulever, c'est le taoïsme. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais Ursula Le Guin justement a fait sa propre traduction, ou alors a complété une traduction du livre de Lao Tse, Tao Te Ching. Alors Tao Te Ching, je sais pas du tout, je suis désolé pour la prononciation. C'est le livre de la voix et de la vertu. Voilà. Et en fait, on a vraiment donc la notion, parce que je me suis beaucoup demandé moi cette notion du vrai nom des choses. Qu'est-ce que ça voulait vraiment dire? Qu'est-ce que ça voulait signifier en fait? Et c'est quelque chose de très important ça dans le Tao visiblement, parce que ça reflète la nature de la vie et de l'existence. Donc il y a toutes ces notions là qui sont présentes dans le bouquin. Et le Tao aussi, ça t'apprend le besoin qu'il y a de se développer en suivant le cours de la nature. Et c'est quelque chose qui m'avait... Moi, j'étais parti sur une fausse piste, je vais être totalement franc. J'étais parti sur de la philosophie vraiment philo. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai vu le personnage d'Ogion, par exemple, en fait, au début, on nous apprend que les mages, ils sont capables de chasser les nuages, la pluie et tout ça, de faire baisser les vents et tout ça, alors que Ogion, lui, quand il part avec Ged, il pleut, et Ged s'étonne que Ogion ne chasse pas la pluie pour qu'il soit tranquille. Sachant qu'Ogion est connu dans le monde des magiciens et plus globalement dans l'univers pour avoir arrêté un tremblement de terre. Un tremblement de terre, ouais, exactement, ouais.
Et moi, ce passage-là, justement, où il se met sous un arbre après avec la pluie qui tombe et qui sont trempés, ça m'a fait penser à la philosophie stoïcienne, en fait. Tout simplement d'accepter les choses comme elles sont, la nature, de vivre en harmonie avec la nature. Mais bon, j'étais pas tout à fait sur la bonne piste, parce que même si le taoïsme, c'est une philosophie plus qu'une religion, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont tirées du taoïsme, mais pas spécialement de la philosophie. Et il y a un autre truc très important aussi, c'est l'yin et le yang. Donc c'est vraiment des symboles qui sont en opposition. Donc là, en l'occurrence, t'as la vie, la mort, la lumière et l'ombre, et l'enfant et l'adulte. En tout cas, c'est ce que j'ai noté. Je suis peut-être passé à côté d'autres trucs. Et un autre truc très important en taoïsme, c'est la notion du cercle, en fait. Et il y a quelque chose qui dit dans le Tao, d'où tout part, tout revient. Et j'ai fait un parallèle avec ce que j'avais marqué avec l'évolution de Ged, c'est-à-dire que lui, il commence son apprentissage chez Ogion, il fait ce qu'il a à faire, et au final, il retourne chez Ogion avant de partir traquer la bête. Moi, je trouve qu'on a vraiment cette notion aussi de cercle, en fait, de boucle bouclée, où une fois qu'il a pris vraiment son envol, il revient, et là, il a toutes les capacités pour s'affronter, en fait, ni plus ni moins. Ah, t'as spoilé. Bah, c'est lui sans vraiment l'être, en fait, mais bon. Oui, de toute façon, c'est évident à partir du moment où tu commences le roman. C'est à aucun moment d'ailleurs elle le cache. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, quand il est plus petit, c'est un peu plus compliqué pour lui de l'interpréter, mais et ce qui est marrant, c'est un aussi, regard d'enfant, c'est pour ça. Oui, voilà, c'est pour ça. Mais ce qui m'a fait marrer aussi, c'est que en fait tout le monde sait ce qui poursuit Ged, sauf lui. C'est-à-dire qu'il met très longtemps avant de le découvrir. Je me dis putain, mais oh. Mais tu sais, tu vas comprendre. Là, on va partir sur de la psychologie de comptoir ou de la psychologie. Allez, balance. Finalement, c'est vrai pour tout à chacun. Tu vois, le nombre de fois où quand t'es ado ou gamin, on te dit si tu fais ça, il va arriver ça, puis que tu fais quand même la bêtise, et que des années plus tard, tu t'es dit si j'avais écouté ou mais pourtant on me l'avait bien dit ou ce genre de choses. Moi, c'est à ça que ça m'a fait penser, c'est que finalement, on peut te dire quelles sont les conséquences attendues de tes actes, mais tant que justement t'as pas fait le cheminement vers la responsabilité, tu n'assumes pas tes actes, donc tu fais n'importe quoi parce que dans ta tête, il y a les conséquences, c'est pas ton problème si tu veux. Ouais, alors que là, ça concerne directement le pauvre. Oui, mais c'est. Non, mais oui, je vois. Puis après, il y a le désir aussi de vouloir faire son expérience par soi-même. Hein. Bien sûr. On a beau te prévenir des fois que, j'ai un petit frère, hein, je sais ce que c'est. Hein. Et finalement, Ursula Le Guin, elle est plutôt, comment dire, c'est pas optimiste le mot, mais elle est plutôt positive par rapport à cette attitude-là, dans le sens où effectivement, il se passe des choses très graves. On parle du nombre qui pourrait, si Ged n'arrive pas à la combattre, s'étendre sur le monde et créer du malheur autour de lui. Hein, c'est quand même, il en va pas que de la vie de Ged, il en va du monde entier. Ouais. Mais c'est vrai pour les actions de chacun. Hein, on le voit très bien avec l'écologie actuellement. C'est pas une action individuelle qui changera le cours des choses. C'est vraiment une prise de conscience collective et un travail de tout à chacun. Donc c'est ça. Voilà, on peut. Je dis pas qu'il y a un discours écologiste là précisément, mais c'est pour donner un exemple concret. Ouais, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, le style d'écriture, il est quand même très doux. Hein. Moi, j'ai trouvé. Ce qui m'a touché, c'est que j'ai trouvé ça très. C'est con à dire, mais très bienveillant à l'égard de Ged, en fait. C'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est le mot que je cherchais, c'est de la bienveillance vis-à-vis du personnage et même d'autres personnages qui sont pas tous tout le temps positifs, mais même Jaspe, par exemple, il a aussi une part positive. Hein. Et c'est pas juste un garçon énervant. Un crétin. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Et je te rejoins complètement là-dessus. Ouais, il y a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de ce qui se passe, et que d'un grand malheur, on peut aussi sortir grandi et plus heureux finalement. Ça s'appelle l'expérience. Ce qui est peut-être assez taoïste, j'en sais rien. C'est toi l'expert sur la question ici. Alors non, moi je suis loin d'être expert en taoïsme. J'ai des grosses notions de bouddhisme et de trucs comme ça. Mais par contre, non, le taoïsme, c'est quand même. Je t'avoue que quand j'ai commencé à me renseigner sur tout ça,
je me suis dit, mais en fait, je vais en avoir pour 3 heures. Mais concrètement, 3 heures complètes, c'est vraiment extrêmement complexe comme philosophie, le taoïsme, hein. Mais bon, c'est très, c'est une belle philosophie parce que voilà, il faut vivre en harmonie avec la nature, c'est ce que ça nous apprend en fait, et qu'il faut savoir accepter notre part d'ombre, parce que justement dans le symbole du yin et du yang, t'as du blanc dans le noir et t'as du noir dans le blanc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ça veut dire ce que ça veut dire en fait, hein. C'est qu'il y a toujours une part d'ombre. C'est le principe d'un symbole, ça doit être compréhensible sans des mots. Exactement. Voilà. Écoute, ouais, pour clôturer, je vais boucler la boucle moi aussi, puisque j'avais mis quelques éléments sur le style. Donc t'as parlé de la bienveillance dans le style d'Ursula Le Guin dans son texte. Moi, je reviendrai un peu sur le fait qu'on a effectivement un roman assez court, mais qui dit beaucoup de choses et qui nous promène dans beaucoup d'endroits différents. Donc, qui montre une certaine économie des mots et surtout une justesse des mots, justesse de l'évocation. Et ça, pour moi, c'est la quintessence de ce qui fait un bon auteur, c'est ce que j'appelle la sobriété élégante. C'est beau. Et c'est vrai. C'est quand on est capable de dire beaucoup de choses, avec peu d'éléments, et que ça ait l'air fluide et que voilà, les choses nous paraissent évidentes alors qu'on parle finalement de sujets assez compliqués depuis le début, hein, quand même. Oh oui. Ouais, dès que ça touche l'humain, c'est vrai que c'est tout de suite plus compliqué, ouais. Et j'ai aussi relevé quelques passages qui peuvent peut-être être des messages disséminés par Ursula Le Guin, même si souvent elle se défend de mettre des messages directement dans ses œuvres, mais ça transpire forcément d'une manière ou d'une autre, je pense. Alors il y en a une assez terre à terre qui se passe au début du voyage de Ged, une fois qu'il a terminé son apprentissage à Rock. Alors, je cite: l'or a une immense importance à Oskyll, mais il n'est pas source d'amitié ou de sympathie. Il en va de même chez les dragons, pour qui l'or a également beaucoup de valeur. Quand on sait que les dragons sont en train de disparaître de la surface du monde de terre-mer, on peut se poser des questions sur l'attrait de l'or. J'avais relevé la citation un peu plus tôt quand Ged revient chez Ogion, donc je vais pas la relire. Mais il y en a une dernière et je pense que ça va assez bien clôturer tout ce qu'on a dit et notre analyse concernant le passage à l'âge adulte et le pouvoir. Donc on a Ged qui parle à Vesk, donc son ami d'enfance, avec qui il a appris à l'école de Rock, et qui va participer au voyage pour aller affronter l'ombre. Donc il lui dit ces mots-là, donc: j'ai agi avec trop de hâte, et maintenant il ne me reste guère de temps. J'ai troqué tout le soleil, toutes les villes et les terres lointaines contre une poignée de pouvoir, contre une ombre, contre les ténèbres. Moi, je trouve que ça ça plombe. C'est un peu la quintessence du roman. Ouais, c'est vrai, ça synthétise pas mal, ouais. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant quand on lit la suite, donc les tombeaux d'Atuan, où Ged va aller donc se confronter aux dieux ténébreux qui vivent sous terre, dans un labyrinthe sans lumière, sans rien, et qui va marquer encore une autre étape dans son évolution, mais par le biais du regard d'un autre personnage. Ok, mais je l'ai pas encore lu celui-ci, je vais y venir. Bref, tu verras, il est bien. Je crois que je t'en ai parlé à un moment. Ouais, il me semble, hein, il faudrait que je retrouve aussi, j'ai noté ça sur un papier. Et écoute, moi j'ai trouvé ça très très cool en tout cas, de parler du même bouquin. Ouais, moi aussi, ouais. Et de voir un peu ce qui en ressort des deux côtés, donc j'espère qu'on pourra refaire ça pour une prochaine émission en tout cas. Ouais, puis j'espère que ça a plu à nos auditeurs aussi. Ça peut faire une petite fiche de lecture. Si jamais on vous demande en cours, voilà. Je crois que vous avez les clés pour analyser un peu le bouquin. C'est clair, t'imagines, tu lis ça et tu fais une explication de texte, je sais pas, en 3e par exemple. Moi je pense que ça peut raccrocher beaucoup d'élèves à la lecture, un truc comme ça. Oh oui, carrément. Enfin bon. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines, hein, de toute façon. C'est ça. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur SoundCloud, Deezer, Spotify, toutes les plateformes de streaming, iTunes. Ouais, c'est ça. Sur Facebook, YouTube et on a un Twitter maintenant. Yes. Voilà. Et j'allais dire Podcast Addict, mais je crois que tu l'as dit.
Ouais, je l'ai dit. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir sur la page, lâcher un petit commentaire, tout ça, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve dans 2 semaines, hein, je crois que pour l'avant-dernière émission, et après ça sera les vacances de Noël. C'est ça. C'est un truc comme ça, Alors, ouais. On prend des fausses vacances parce qu'on va bosser pendant les vacances, mais il y aura peut-être pas d'émission effectivement, ou du moins pas de format comme voilà, c'est ça. Comme ceux qu'on a l'habitude de faire. Exactement. Et bien Bon, dans 2 2 semaines. semaines alors. Salut. Salut.